Bonjour à tous, je m'appelle Jules, donc je travaille pour Phantom Buster. Alors, le fait est qu'on fait à peu près la même chose que Captain Data parce que on a commencé il y a 3-4 ans. À la base, c'était une entreprise de développeurs, donc il y avait 2 développeurs qui s'appellent Guillaume et Martin, qui avaient fait une agence de scrapping. Donc l'idée était de pouvoir récupérer des données sur Internet automatiquement. Je vais essayer de suivre mon plan. Donc ils étaient 2 développeurs et ils faisaient donc quelqu'un leur disait j'ai besoin de telle information, ils allaient faire un script custom qui allait chercher cette information et qui la livrait au format JSON, donc une API. En fait, attendez, en fait, il y a plein de boîtes qui peuvent commencer avec le scrapping. Par exemple, il y a des... On peut faire... Je ne sais pas pourquoi je stresse sur mon... En fait, le truc, c'est qu'il y a pas mal de trucs qui ont déjà été dit. Genre, nous, on a les mêmes chiffres. Le fait est que sur Internet, nous, on avait le chiffre pas de 99%, mais de 99,992% de l'information qui est sur Internet à laquelle on ne peut pas accéder à travers une API. Donc en gros, ça veut dire que quand vous vous connectez à Facebook et que vous lui dites « Est-ce que tu peux me donner tous mes messages, le contenu de l'intégralité de mes messages ou le contenu de tous les likes que j'ai fait pendant un an », Facebook va dire bah non, ça c'est de l'information qu'on garde pour nous et qu'on n'a pas envie de te donner. Donc en fait, toute cette donnée à laquelle on n'a pas accès, on croit qu'elle est minime, mais en fait elle est absolument gigantesque. Et pour pouvoir, et en fait il y a énormément de choses qui est faisable avec cette donnée, mais les grosses boîtes en fait qui ont accumuler ces données ne veulent pas la donner parce que c'est avec ça qu'ils font leur argent. Pourtant, c'est de la donnée que vous avez donnée à Facebook. C'est vous qui avez appris à Facebook que vous aimez telle page, que vous allez à tel event, que vous avez tels amis. Et donc les 2 fondateurs avaient cette réflexion de on peut faire énormément de choses avec ces données, elles devraient appartenir, mais le fait est qu'elles n'appartiennent pas, donc on va faire des scrappers pour pouvoir accéder à tout ce web qui n'est pas accessible. Donc ils ont commencé par faire un produit qui répondait à des besoins super précis. Donc par exemple, ils avaient une entreprise qui vendait des clous, des vis, etc., qui vendait en gros à plein d'autres boîtes. Et ils voulaient s'assurer que les gens vendaient au prix qu'ils avaient indiqué sur le contrat. Donc c'était bien le prix public conseillé. Et donc en fait, ils ont fait un scrapper qui allait voir tous les jours sur les sites internet de tous leurs clients, est-ce qu'ils vendent bien la vis à 0,5 centimes, est-ce qu'ils vendent bien le clou à machin. Donc ça c'est quelque chose que quelqu'un aurait pu faire. Ils auraient pu payer un stagiaire pour faire ça, ils auraient pu payer maintenant la mode c'est de délocaliser en Inde et de demander à des Indiens tu vas regarder ça tous les jours parce que c'est pas cher, etc. Et une autre manière de faire, en fait, ça serait de programmer un robot pour faire cette action à sa place. Donc en fait, il répondait à un vrai besoin et ça c'est la première raison pour laquelle Phantom Buster est arrivé à survivre en tant qu'entreprise. On est arrivé à facturer un peu d'argent avec ça, donc c'était une première bonne étape. Parmi vous, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui essayent de lancer un produit et qui n'ont encore jamais généré leur premier euro, mais c'est pas facile de générer son premier euro. Il faut avoir un produit, il faut avoir des trucs. C'est une bonne idée de vendre avant d'avoir construit le produit, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, c'était déjà un succès en soi d'arriver à survivre et à se payer un petit peu avec ses premiers scrappers. Celui-là. Le truc, c'est que faire un scrapper différent à chaque fois que quelqu'un nous le propose, faire un produit différent à chaque fois que quelqu'un nous le propose,
ça grossit pas vite, ça scale pas comme on dit, donc ça veut dire que tout le monde est OK avec le terme scaler. On s'aperçoit rapidement que quand on a plusieurs clients et qu'on doit maintenir des scrappers et continuer à leur servir de l'information, il y a un jour où le site va changer, l'image est plus à gauche, elle est à droite, le truc casse et donc il faut le maintenir, ça prend du temps et rapidement ils se sont aperçus qu'à deux ils devaient faire tout le travail de maintenance et donc ils arrivaient à avoir quelques clients mais pas à grossir plus que ça. Donc ils ont intégré dans leur produit ils se sont dit comment est-ce qu'on peut faire. La première solution c'est d'embaucher plus de gens pour arriver à faire plus de scrappers et en maintenir plusieurs. L'autre c'est de vendre ces scrappers à plusieurs personnes. Le fait est que des gens qui ont besoin de savoir le prix des vis sur un obscur site, machin, il n'y en a pas des masses. Donc ils se sont dit, on va faire des scrappers sur des sites où beaucoup de gens ont un besoin d'information. Et donc c'est évidemment LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, qui peuvent servir pour plein de trucs, pour faire de la lead génération, pour faire des audiences pour votre marketing, pour des influenceurs pour trouver leur cœur de cible, pour des gros hackers pour générer des leads encore, pour recruter aussi, enfin il y a plein d'utilisations. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ces scrappers et au lieu de faire un énorme scrapper qui fait plein de trucs, ils les ont divisés en petites briques et donc en fait l'idée était que tout le monde peut venir prendre ces petites briques et se dire bon bah une première brique que je vais faire c'est que je vais aller sur LinkedIn Search Export et que je vais extraire tous les gens qui ont un titre de comptable dans des entreprises de plus de 200 personnes et qui ont au moins 3 ans d'ancienneté par exemple. Donc je ne sais pas ce que vous vendez, vous devez vendre plein de trucs différents les uns des autres, mais en fait vous pouvez faire une recherche sur LinkedIn où il y a exactement votre cible et constituer votre fichier de prospect. Le truc c'est que si vous le faites à la main, c'est hyper long. Donc on a intégré la scalabilité dans le produit en faisant un truc commun à tout le monde et en le vendant à tout le monde. Le problème était qu'on vendait un outil à la base à des développeurs, donc on faisait un scrapper et les développeurs pouvaient se connecter, faire un call API, on appelle ça, pour aller chercher la donnée, la récupérer, etc. Donc il fallait avoir des compétences techniques pour faire ça. Sauf que les commerciaux, les marketeurs qui avaient besoin de cette donnée qu'il y a sur LinkedIn, sur Instagram, c'est des gens qui savent absolument pas faire un call API, qui savent pas aller dans un terminal, qui savent pas faire tout ça, ce qui est tout à fait... Il y a des gens bien parmi ces gens-là. Et donc en fait, ils ont dû mettre une interface graphique pour que les gens arrivent à avoir accès à cette donnée. Ça a été fait la boîte a été lancée par 2 développeurs, ça a été pensé par des développeurs pour des développeurs, donc autant vous dire que quand ils ont mis une interface graphique sur leur site, c'était imbitable complet, c'était incompréhensible, ça demandait d'aller chercher des informations improbables dans l'inspecteur de son navigateur web, enfin ça faisait très peur. Donc la bonne chose qu'ils ont fait, c'est que quand ils se sont aperçus qu'ils voulaient changer d'idée, changer de cible, faire un pivot, ils l'ont fait rapidement. Et ils ont pas attendu de se dire ok, on attend d'avoir refait le site complètement avant de faire le pivot. Ils se sont dit ok, on fait le pivot maintenant. Tant pis si c'est difficile à comprendre. Il y a bien des gens motivés qui l'utiliseront et c'est ce que des gens ont fait. C'est à la fois un mal pour un bien parce que notre cible c'était à la fois tous les commerciaux du monde et tous les marketeurs du monde et tous les recruteurs, ça fait beaucoup trop de monde. Le truc c'est que quand on veut viser une cible qui est gigantesque, on finit juste par se casser les dents parce que personne parce qu'on parle à tout le monde et à personne en fait. Il y a un article qui est hyper cool, qui m'a pas mal influencé, qui s'appelle 1000 True Fans, qui est un article de un gars qui s'appelle Kevin Kelly, et en fait ce qu'il dit c'est qu'il faut trouver que même si vous vendez des cartes Pokémon méga rares ou des POG ou je sais pas, ou des trucs, je sais pas qu'est-ce qui est hyper niche, mais enfin bref, même si vous vendez le truc le plus niche au monde, il y aura forcément à l'ère d'Internet 1000 personnes sur Internet qui, quelque part en Corée du Sud ou je sais pas où, qui seront intéressées par votre produit et qui viendront et qui deviendront clients de chez vous. Donc arrêtez de viser absolument tout le monde, visez vraiment cette niche infime et essayez de satisfaire cette niche à 100%.
Et donc en fait, nous, au lieu de vendre aux commerciaux, aux recruteurs, à tout le monde, on s'est dit, ok, qui c'est les gars parmi cette cible qui sont les plus à même de comprendre un produit un petit peu technique? Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait des gens qui s'appellent les gros hackers, et en particulier les gros hackers à Paris, on s'est dit, parce que c'est là qu'on est. Donc en fait, ça réduisait notre cible à peu près 10 000 personnes, donc ça devenait beaucoup plus atteignable comme but d'arriver à vendre le produit à ces 10 000 personnes. Hop. Attendez 2 secondes, désolé. Comment est-ce qu'on fait pour... en fait, ça devient beaucoup plus atteignable parce que... En fait, j'étais encore dans la slide précédente. Si vous voulez trouver ces 10 000 gros hackers, vous dites, ok, je peux taper sur LinkedIn, je peux taper gros hacker dans le titre zone Paris, je peux extraire tous les gens qui appartiennent à ce groupe, enfin tous les gens qui résultent de cette recherche. Je peux aussi aller sur Twitter et extraire tous les gens qui ont marqué gros hacker dans la description de leur profil, et en fait il va y avoir 2000 personnes qui postent des tweets depuis Paris. En fait, je peux extraire le nom de ces quelques milliers de gens. Je peux aller sur les posts sur LinkedIn de gens qui font du gros hacking. Je peux regarder tous les gens qui ont liké, tous les gens qui ont commenté, et probablement que les gens qui ont commenté et liké, interagi avec ces publications de gros hacking sont des gens qui ont un intérêt pour le gros hacking. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des petites poches sur Internet de gens qui sont passionnés par des sujets hyper improbables, et que vous pouvez programmer des bots pour pouvoir aller récupérer le nom de tous ces gens. Et en fait, ça sert à faire votre premier fichier de prospect dans lequel vous pouvez mettre, donc vous pouvez dire, ok, j'ai extrait 7000 personnes de cette recherche LinkedIn, j'ai extrait 4000 personnes de Twitter, j'ai extrait, je suis allé scraper tous les gens du Slack, de la briqueterie, qui ont marqué gros hacker dans leur profil, mais aussi du Slack du wagon, mais aussi du Slack de The Family, de je sais pas où. Et en fait, on va se retrouver avec une méga liste de gens, et on peut se dire, ah ok, cette personne, elle était et dans la recherche LinkedIn, et dans la recherche Twitter, et dans ce Slack. Donc en fait, on peut scorer, on peut donner une note à ces gens et se dire, ok, on a une liste de 10 000 personnes, on a maintenant leur contact LinkedIn, leur contact Twitter, leur machin, et lui, il apparaît 7 fois, donc en fait, on peut trier ses contacts et commencer à prospecter ces gens en commençant par les gens qui ont la plus haute probabilité d'être des clients. Donc, et en fait, jusque-là, c'était un taf qui était faisable ou en copier-coller ou avec des stagiaires ou je sais pas quoi, mais avec des tools comme Captain Data ou Phantom Buster, vous pouvez extraire ces données en quelques minutes, si ce n'est quelques heures. C'est hallucinant pour commencer un business, à quel point c'est puissant. Et vous pouvez vous dire, ok, mais moi, ça marche pas parce que je suis dans la chaussure à Marseille, les chausseurs sont pas sur LinkedIn, non. Mais ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Google Maps par exemple et taper chaussures à Marseille, et là vous aurez sur Google Maps la liste de tous les points où il y a tous les gens qui font de la chaussure à Marseille, et vous aurez toutes les infos qui sont affichées, donc le site web, le numéro de téléphone. Vous pouvez ensuite dire à un deuxième robot, ok, tu récupères l'adresse email qu'on avait trouvée sur Google Maps, tu vas te balader sur le site sur ce site-là, et tu vas m'extraire tout ce qui ressemble de près ou de loin à un numéro de téléphone, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une adresse mail. Tu vas aussi me dire s'il y a une page Instagram, s'il y a une page Twitter. On va extraire toute cette information. Et ensuite, vous pouvez faire plein de trucs intéressants. Vous pouvez appeler ces gens, vous pouvez leur envoyer des emails, vous pouvez les retrouver sur LinkedIn, vous pouvez aller liker leurs posts sur Instagram de temps en temps. Donc vous programmez un autre bot qui va aller liker leur contenu sur Instagram, et eux, ils vont voir des notifications régulières de « Ah, il y a un tel qui aime mes chaussures, ah, il y a un tel qui aime mes chaussures ». Et au bout d'un moment, il va probablement aller voir votre compte, ce qui a d'autres intérêts. Donc peut-être qu'il va vous follow, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez sortir une publication, il va la voir. Donc peut-être qu'un jour, il va passer à l'achat. Peut-être que le fait qu'il interagisse avec vous, ça fait qu'il va rentrer pour Google Ads dans la catégorie des gens qui ont interagi avec vous, et donc vous allez pouvoir le retargeter, faire des pubs sur cette personne. Enfin,
Donc, quel que soit votre business, que vous soyez en train de vendre le truc le plus sombre, B2B, hyper technique, ou quelque chose sur les réseaux sociaux avec des influenceuses, etc., il y a moyen d'automatiser une séquence d'actions intelligentes qui va générer vos premiers prospects. Et comme le disait Guillaume aussi, le plus important, c'est de réfléchir en fait à cette stratégie avant de passer à l'action. Il faut bien... En fait, maintenant, il y a des outils pour faire tout. Il faut juste être clair sur sa stratégie. Ok, je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et il y a plein de trucs, qui sont faisables. Je suis bien sur le temps ou... Ouais. Un autre truc qu'on a bien fait nous chez Phantom Buster, c'est que on a toujours fait gaffe aux gens qui venaient. En fait, il n'y a pas un petit client, il n'y a pas un petit visiteur. On a toujours mis une bulle en bas à droite du site pour que les gens qui viennent, qu'on essaye de régler leurs problèmes. On a, par exemple, attendez, je vais noter des exemples. Ouais, en fait, on a quasiment, maintenant aujourd'hui, on a 200 personnes qui s'inscrivent par jour, on a 200 personnes qui viennent nous parler aussi tous les jours et qui nous demandent, ok, comment est-ce que je me sers de ci, comment je me sers de ça, dans mon cas, comment est-ce que je peux faire pour, il y a des gens qui comprennent pas l'outil, qui nous disent, bon, bah, moi, je vise toutes les filles de 14 ans, donc je vais extraire toutes les, enfin, ouais, non, mauvais exemple, mauvais exemple. Je vise tous les hommes de 40 ans, où est la bonne niche où il y a tous ces gens, et donc ils vont aller chercher tous les fans de Michel Sardou, et ils vont avoir 4 millions de followers sur un truc. On va leur dire non, c'est pas la bonne niche, c'est pas ce genre d'endroit que tu veux. Toi, tu veux quelqu'un où il y a un petit influenceur d'un petit endroit qui te... Enfin, on va guider les gens. Ce que je veux dire, c'est qu'on aide les gens, quoi. Pardon ? Pas tous, que les... Un autre truc qu'on fait bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui nous demandent est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, ça serait bien si vous aviez ça. Par exemple, ce matin, on avait quelqu'un qui nous demande, il voulait extraire et sauvegarder toutes les photos de quelqu'un sur Instagram. Et en fait, en 5 minutes, on a codé le truc, on lui a montré comment est-ce qu'il pouvait rajouter, en fait, on lui a fait un peu une feature secrète, on l'a rajouté, on lui a montré comment est-ce qu'il pouvait l'activer depuis son compte. Et le gars, il est direct, agréablement surpris, il va devenir en fait vraiment ambassadeur de Phantom Buster si le truc marche, parce qu'il dit ok, les gars ils sont au taquet, ils ont fait un truc en 5 minutes, ça marche, moi j'ai ce que je veux, et après il va en parler à d'autres gens, donc il y a un super facteur, on s'est fait plein d'amis en fait comme ça, donc c'est plutôt une bonne chose. Une autre chose qu'on fait, c'est quand on n'a pas la capacité de pouvoir faire une feature en 5 minutes, on va garder une liste des gens, il y a quelqu'un qui veut extraire tous les gens qui vont à un event meet-up par exemple, on va lui dire ok, désolé, là on est en train de faire d'autres choses, mais on garde ton idée dans le backlog, on appelle ça, et le jour où on va sortir son truc, on va lui envoyer un mail en disant hey, franchement merci, c'était une trop bonne idée, voici c'est fait, tu peux t'en servir. Donc s'il avait zappé Phantom Buster, ça lui fait un rappel, s'il se souvenait de Phantom Buster, ça lui fait se dire que les gars passent à l'action et tout, donc ça fait plaisir. Et un autre truc qu'on a fait, on était à tel point dans le partage qu'on a mis tout notre code était en open source sur GitHub, donc on s'en est aperçu un peu tard que d'autres gens se servaient on était trop dans le don en fait, on était dans le partage, quoi. On a trop ouvert en fait les vannes. Il y avait une volonté de développeurs de dire on partage avec tout le monde, ce qui fait qu'un certain nombre de concurrents se sont servis de ce savoir, et bon, aujourd'hui on l'a fermé, mais c'était un mal pour un bien, parce que plein de développeurs qui se sont servis de notre code ont appris plein de trucs grâce à nous, et le jour où on ouvre un nouveau produit sur notre plateforme, parce qu'on ouvrira probablement une place de marché où n'importe qui peut venir coder son scrapper et le mettre à disposition sur Phantom Buster, le gars, on sera rentré dans son radar parce qu'on l'a aidé un jour à coder un scrapper, enfin... Donc voilà, on a toujours partagé le plus possible avec sa communauté et tout. Ça paye sur le long terme.
Un dernier truc un peu moins bon samaritain, mais on veut faire plein de trucs. Le fait est qu'aujourd'hui on est 10 dans la boîte, on veut faire plein de choses. Il y a un moment où il faut quand même ramener le steak à la maison, et donc le principal chiffre qu'on se donne, c'est pas est-ce que les gens parlent de nous, c'est pas est-ce qu'on a des articles dans tel journal, ou est-ce qu'on passe dans je sais pas quel truc. C'est vraiment ok, si on fait cette action, combien ça va nous ramener concrètement en abonnement, enfin combien de gens vont payer, quoi, super concret. Et donc on a mis en place, inspiré par un gars qui s'appelle Guillaume Cabane, qui est un gros hacker pas mal connu, franco-américain, mais américain. Et en fait ce qu'il fait, c'est que il se dit ok, si par exemple on fait telle nouvelle action, disons on met en place une nouvelle page qui explique aux recruteurs, par exemple on décide de doper les réseaux sociaux, on met un blog en place, on fait maintenant, au lieu de faire un article tous les mois, on fait 4 articles par semaine. On pense que si on fait cette action, le nombre de gens qui rentrent par le blog, ça va augmenter de 40%. Et on sait, parce qu'on a déjà, là on a un peu d'historique, on sait que quelqu'un qui rentre par le blog, en moyenne, il nous rapporte $3. Comment est-ce que j'ai eu ce chiffre? C'est parce que il y a 100 personnes qui rentrent sur le blog par jour, et sur ces 100 personnes, il y en a une qui paye. Donc en fait, si on divise, la lifetime value, donc cette personne, elle paye en tout, pendant toute sa durée d'abonnement, $300. Je ne sais pas si vous voyez le calcul ou pas. Par exemple, la personne... Le chiffre moyen, c'est la personne, elle paye $30 par mois et elle se désabonne au bout de 10 mois. Donc en fait, sa lifetime value, le temps l'argent qu'elle va nous rapporter sur toute sa vie, c'est $300. Et donc en fait, sur ces 100 personnes qui viennent, mais un qui paye, on va dire qu'une personne qui rentre par le blog nous rapporte $3 de MRR. Donc, si on augmente de 40% les gens qui viennent par le blog, on va augmenter de 40% ce chiffre. Et donc, ce chiffre, il est de tant de dollars. Donc, ce chiffre plus 40%, ça ferait qu'on augmenterait de $8000 de MRR notre MRR actuel. Et donc, en fait, pour toutes les idées, on se dit, ok, cette personne, c'est une personne du blog, cette personne, c'est une personne de Google, cette personne, elle vient par les réseaux sociaux. Après, ça peut être aussi, on va augmenter la quantité de gens, enfin, on va faire que les gens ne se désabonnent plus. C'est pas que de l'acquisition, ça peut être plein d'actions. Et en fait, on décide de quelle est la prochaine action qu'on va faire en fonction de ce classement qui évolue en fonction de nos chiffres. Donc voilà, le dernier truc que je voulais dire, c'est toujours faire gaffe à combien rentre dans les caisses. Voilà. Voilà.